Merci beaucoup pour cette invitation et pour cette journée très intéressante et très futuriste. Alors, mon intervention va être un petit peu différente de la série d'interventions que nous venons d'entendre. Je ne me focalise pas tellement sur les possibilités de l'intelligence artificielle à falsifier le monde, mais plutôt sur ses capacités de montrer ce que autrement nous ne pouvons pas voir. Je voudrais aussi remarquer que je n'ai pas commencé à m'intéresser à l'intelligence artificielle l'année dernière avec l'apparition de ChatGPT, mais plutôt dès le début de mes études en mathématiques qui datent des années 90. Et je me destinais en fait à une carrière mathématique et physique, une carrière de chercheur, sauf que c'était dans un pays où ces recherches, donc le pays s'appelait l'Union soviétique, existait encore, et ce genre de recherche menait à des interventions dans le domaine d'armement. Donc, j'y suis échappée en quittant l'université de Saint-Pétersbourg, la faculté physique et mathématiques pour l'école des beaux-arts. Mais en arrivant aux Beaux-Arts, j'ai été plutôt intéressée de travailler avec l'intelligence artificielle qu'avec les crayons et les couleurs. Donc, dès le départ, je produis les œuvres basées sur l'intelligence artificielle. Donc, quelques exemples, je pense, restent encore intéressants pour les procédés qu'ils mettent en œuvre et ce qu'ils nous laissent à voir sur cette technologie-là. Donc, je voudrais vous parler d'une œuvre que j'ai faite en tout début des années 2000. Donc, ça a été un moment de développement. Et ça a été présenté à la Tate Modern en 2011. C'est une mise en œuvre d'une bataille des virus informatiques, donc qui sont quelque part un représentant des premières générations d'intelligence artificielle. Sauf que nous apercevons que le comportement des virus informatiques, quand ils s'affrontent l'un contre l'autre, ce que d'ailleurs ils ne font pas souvent, parce qu'ils sont rarement dans cette situation-là, leur comportement est très, très similaire au comportement des humains, décrit par John Nash dans la théorie des jeux. Et donc l'œuvre en question consiste à le démontrer en chaque fois face à cette bataille qui est visualisée par les différentes couleurs. La bataille entre les virus est commentée à chaque fois par un humain, un spécialiste, et à chaque fois, en fait, on trouve à représenter la situation comme une sorte de confrontation qui a lieu dans ce domaine-là. Il y a par exemple un comédien qui commence à commenter cette bataille comme une compétition sportive, comme si c'était les quatre équipes qui s'affrontaient. Et les stratégies des virus sont comparables à des stratégies sportives. Ensuite, nous avons un historien qui présente cette bataille comme la rivalité de quatre villes pour devenir une capitale d'un pays au Moyen Âge. Nous avons un juriste qui représente pas la même, parce qu'à chaque fois, la bataille se fait en temps réel, et donc le juriste le présente comme une sorte d'affrontement dans le domaine du droit. Et donc, à chaque fois, on voit que ces intelligences, soi-disant artificielles, ne sont que l'illustration des comportements humains. Et ça peut être même un bon outil pour analyser ces comportements et faire les prévisions. Pas besoin de faire des fausses images sophistiquées et baroques. On peut tout simplement se contenter de visualiser attentivement et analyser attentivement le comportement des virus qui s'affrontent pour faire des prévisions et même des descriptions par avance des comportements des humains. On va passer à un exemple suivant. Donc, je vais juste citer le projet d'abord. Donc, évidemment, très concerné par les virus et leur comportement, en 2020, au moment de Covid, je ne pouvais pas passer à côté de cette occasion
Et donc, j'ai demandé à Assistance publique hôpitaux de Paris d'avoir, donc, en plein Covid, une résidence d'artistes à l'hôpital Cochin, qui était le centre de soins pour le Covid et le centre de recherche sur le Covid aussi. Et grâce à ces 2 ans pratiquement de Covid passés là-bas avec les médecins, donc évidemment j'étais parmi les premiers qui ont attrapé Covid en France aussi, en se trouvant à cet endroit-là, mais finalement j'étais immunisée, j'ai pu travailler là-dessus. Nous avons pu créer le projet. Le projet que nous avons créé continue en fait les recherches menées sur les virus informatiques, mais cette fois-ci, la comparaison a été faite avec le virus de Covid. Ce que nous avons fait, c'est de créer, donc puisque j'étais dans le centre de recherche et de soins sur le Covid-19, nous savions parfaitement comment est structuré et comment se comporte le virus de Covid. Nous avons donc créé un virus informatique qui avait exactement le même type de comportement. Nous avons ensuite fait une expérience virtuelle. Nous avons pris une sculpture qui était par ailleurs le portrait de Jean-Denis Cochin, donc fondateur de l'hôpital Cochin. Nous avons fait le scan 3D de cette sculpture et le fichier a ensuite été contaminé par le virus Covid bis, mais informatique que nous avons créé. Donc, le virus a infecté le fichier et le fichier est tombé malade, évidemment. Le comportement du virus était le même que celui de Covid. Nous avons donc à des différents stades de la maladie, entre guillemets, nous avons arrêté la déformation et nous avons fait les impressions de ce portrait, cette fois-ci modifié et malade de Covid. Nous avons ensuite créé un antivirus qui était similaire dans son comportement aux médicaments qui ont été proposés à l'époque contre Covid et nous avons soigné le fichier. Et donc, pareil, à différentes étapes de ces soins, nous avons sorti les formes 3D, ça c'est la maladie, et ensuite la guérison. Ce qui est étonnant, c'est qu'une fois le fichier guéri, et ben, il ne revient pas du tout à la même forme, ce n'est pas du tout le même objet que celui que nous avions contaminé au départ. Comme semblerait-il, la personne, ça sonne impressionnant comme ça, mais on sait tous qu'une fois avoir supporté une maladie, notre corps ne revient pas non plus au même état. Et donc, ce qui est intéressant dans ce travail, c'est que nous avions cette force de la nature qui a participé, parce qu'on ne sait toujours pas quelle était la proportion d'intervention humaine là-dedans. Nous avons cette force de la nature qui est le virus qui agit sur le corps humain. On est ici vraiment dans la situation d'intelligence NSM, donc la quantité d'organismes qui agissent en simultané et qui sont une sorte d'intelligence collective. Et nous avons eu en face l'humanité entière avec notre intelligence artificielle ou pas, notre intelligence humaine, nos technologies. Nous étions quand même pendant au moins 2 ans soumis à ce virus, à cette intelligence de la nature. Tout ça, c'est pour dire que malgré tous les progrès d'intelligence artificielle, nous avons quand même aujourd'hui l'impression que c'est l'intelligence naturelle, l'intelligence NSM qui est plus forte. Et c'est qu'en conjuguant ces 2 forces, en faisant entrer les logiques de l'intelligence de la nature dans des protocoles de l'intelligence artificielle, que nous arrivons à des bons résultats. Je voulais dire 2 mots maintenant sur un projet que je développe depuis aussi presque une quinzaine d'années, qui s'appelle Eden, comme Jardin d'Éden, mais ce n'est pas juste Jardin d'Éden, c'est Ethic, Durability, Ecology and Nature.
C'est un projet qui se base sur l'enregistrement et l'analyse et la transmission aux humains de la communication des organismes vivants non humains, c'est-à-dire des plantes, notamment des arbres. Pour ce projet, je fais partie du laboratoire de psychologie et physiologie des arbres du CNRS. Et nous travaillons donc pour analyser les stratégies des plantes dans des situations critiques ou pas d'ailleurs, mais le plus souvent, en fait, on est appelé sur place, on est appelé vers ces plantes quand la situation est critique. Et si au départ, c'était juste une curiosité, est-ce qu'on peut comprendre ce que disent les plantes? Ensuite, nous avons commencé à utiliser cette compréhension pour aider ces plantes. Nous avons, par exemple, pu, en travaillant en Nouvelle-Zélande sur les arbres kauri qui étaient soumis à une très grave épidémie d'une maladie inconnue, déterminer les origines de cette maladie et aider à la sauvegarde de cette espèce. Nous avons ensuite appris à mettre en relation les arbres qui ne sont pas naturellement en relation et les faire apprendre des uns des autres. Donc, toujours grâce à cette transcription et visualisation. Quand je dis visualisation, ça peut être sonorisation ou une autre type d'expression qu'on réalise grâce à l'intervention de l'intelligence artificielle. Et nous avons pu procéder non pas seulement à la sauvegarde des espèces, mais à la réintroduction d'une espèce qui n'existait plus dans la nature. Une espèce disparue qui a été réintroduite. Je parle donc de Volumipine, un arbre qui date des dinosaures, qui était disparu et dont quelques espèces ont été retrouvées dans les Blue Mountains en Australie. Et donc, on ne savait pas comment réintroduire parce qu'ils ne connaissent pas le monde actuel. Mais étant ancêtres des cèdres, nous avons pu les mettre en contact avec les cèdres dans les différents endroits de la planète et les arbres ont appris de leurs descendants. Donc aujourd'hui, il y a un Volumipine dans le jardin botanique de Sydney et nous avons même pu en amener 2 au jardin botanique de Paris, dont un est toujours vivant, l'autre malheureusement n'a pas supporté la pollution parisienne. Et enfin maintenant, avec Google, qui bien que GAFA, bien que critiquable pour beaucoup de choses, mais qui ouvre aussi sur certaines opérations bénéfiques pour le progrès, pour le sauvegarde de l'environnement, nous avons mis en place un programme de communication des arbres à travers la Rift Valley, donc le territoire très accidenté où il y a le plus de nouveaux volcans qui apparaissent, des tremblements de terre et de différents cataclysmes géophysiques. Et grâce aux communications avec les plantes, nous aidons les populations locales de prévoir l'arrivée de ces cataclysmes et prendre, dans mesure du possible, faire le nécessaire pour en souffrir moins, en sachant que ce sont donc la Rift Valley, ça commence au Liban et ça finit au Mozambique, ça traverse les pays les plus pauvres et les plus conflictuels aussi du continent africain. Et les gens sont vraiment délaissés face à ces perturbations géophysiques. Donc, encore un exemple de collaboration de l'intelligence artificielle et l'intelligence de la nature. Et un petit exemple, donc suite au grand développement de ce projet à travers le monde, nous avons été invités de travailler sur l'utilisation de l'intelligence de la nature dans l'urbanisation. Les villes dans lesquelles nous vivons sont naturellement les structures arborescentes. Ils fonctionnent exactement comme les arbres. Et la circulation dans les villes se fait comme la circulation des éléments à l'intérieur des troncs et des branches des arbres. On va petit à petit voir ça sur l'image de la ville de Karlsruhe que nous avons analysée au ZKM. Grâce à l'aide de Sony Computer Lab. Et donc là, on voit comment est-ce que les gens vont, par exemple, au ZKM, de différents endroits de la ville.
Et vous allez voir qu'une sorte d'arbre se dessine à travers les villes. Et ça fonctionne dans n'importe quelle ville, que vous preniez Paris, Lille, Tourcoing ou Montréal. À Montréal, ça ne marchera pas. Désolée, j'expliquerai pourquoi. Mais normalement, les circulations sont arborescentes. Et pourquoi est-ce que ça ne marche pas à Montréal? Et d'ailleurs, ça ne marche pas trop bien à Paris non plus maintenant, parce que ce sont des villes qui ont été créées naturellement, qui ont les structures arborescentes. Aujourd'hui, avec nos solutions technocrates urbanistiques, genre les villes américaines qui sont quadrillées par les rues de l'est à l'ouest et du nord au sud, pour la facilité de construction, ou bien les boulevards périphériques à Paris qui, soi-disant, dégagent la ville de transport, mais en fait, créent plutôt des bouchons et le mal-être tout autour. Ces solutions-là ne sont pas forcément naturelles. Et donc, dans le cadre de ce projet qui s'appelle City Live Like Trees, nous avons créé une formule qui s'appelle Green Index Formula, et qui permet d'optimiser la circulation en ville en suivant l'intelligence de la nature, ce qui permet donc justement de désengorger les parties trop densifiées des villes et faire venir les gens dans les quartiers où naturellement ils ne venaient pas avant, parce que les villes, comme les arbres, quand il n'y a pas de circulation dans une branche ou dans un endroit, la branche, elle se dessèche, elle meurt et elle tombe. Et c'est comme ça que dans nos villes, on a créé des zones à problème. Et donc, dans ce projet, nous nous sommes appuyés sur l'intelligence artificielle en couple avec l'intelligence naturelle pour donner à voir cet exemple de la ville intelligente, saine et qui peut circuler et respirer dans la logique de l'intelligence de la nature. Et maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui est encore en stade de projet. Vous êtes parmi les premières personnes qui voient ces images et qui entendent ces idées. Donc, il s'agit là de l'opéra que nous sommes en train de créer. C'est un opéra qui s'appelle Stalker et qui prend pour l'idée le film de Andrei Tarkovsky, que vous avez certainement tous vu. Je vous rappelle juste de quoi il s'agit. Donc, dans ce film, le film a été fait dans les années 70, d'après le roman de frère Strogatsky, écrit aussi tout en début des années 70. Et donc, avant toutes les catastrophes, les cataclysmes, les Tchernobyl, les pandémies, etc., il se passe dans ce film ce qu'il y a une zone étrange qui s'est créée quelque part. Et dans cette zone, l'espace, le temps et le corps humain et la nature ne fonctionnent pas comme ils fonctionnent d'habitude. Tout est renversé. Les distances ne sont pas les mêmes. On entend ce qu'on ne devrait pas entendre. On voit ce qui s'est déjà passé il y a des années, mais qu'on n'avait jamais vu. On va quelque part, on se retrouve ailleurs et on ne sait pas pourquoi. Et il y a différentes versions. On pense, certaines personnes disent que ce sont les extraterrestres qui sont venus et qui ont changé les choses. Il y a les autres qui disent que ce sont des équipements militaires, les essais militaires qui ont modifié cet espace-temps. Moi, je pense qu'il s'agit d'un virus. D'un virus qui a envahi l'espace, mais on ne sait pas lesquels. C'est certainement pas le virus de Covid parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, dans cet opéra, nous avons proposé de travailler avec l'Institut Pasteur qui travaille en fait sur la modélisation des futurs virus. Donc, avec intelligence artificielle, bien sûr, mais en se basant sur l'intelligence NSM des virus. Et comment est-ce que ça peut se propager dans l'espace et quelle forme ça pourrait prendre et quel impact ça pourrait avoir. Et donc, cette zone-là, dans le cadre de cet opéra, on va essayer de la recréer comme une modélisation future des pandémies, catastrophes qui peuvent peut-être nous arriver en allant là-dedans, donc pour essayer d'apprendre le comportement, à modéliser le comportement adopté face à ces futurs cataclysmes qui nous attendent certainement. Merci.
Bonjour, Gab. Merci pour la présentation. Vous avez dit quelque chose en disant que les virus que vous avez développés pour la première œuvre que vous avez montrée sont des virus qui se comportent comme des humains en termes de conflit. Et j'aimerais que vous expliquiez un peu qu'est-ce que vous entendez par ça, parce que dans les conflits, on a des comportements de tous les types, de l'héroïsme à la fuite, à la désertion, etc. Je voulais que vous développiez un petit peu. Merci pour cette question. Il y a une petite erreur dans l'énoncé que vous avez répété. Nous n'avons pas créé des virus. Nous avons pris 4 virus informatiques qui existaient à l'époque. Notre idée, c'était d'abord juste voir qu'est-ce qui va se passer si on les confronte. Donc l'idée, c'était pas du tout faire une œuvre, on voyait pas si loin que ça. Donc on les a mis dans l'ordinateur et on a vu qu'ils s'entretuaient, que chacun en fait se transformait en antivirus. C'était très intéressant, mais c'était les lignes de code. Donc, nous, on pouvait le comprendre, mais c'était impossible à montrer. Du coup, on a décidé d'attribuer à chaque virus une couleur et un nombre de pixels proportionnel à sa progression. Et on a rendu cette compétition visible. Et là, on a commencé à le montrer à différentes personnes. Mathématiciens, informaticiens, créateurs des jeux vidéo, hackers, psychologues, philosophes. Et là, un collègue philosophe a dit, mais comment vous avez fait pour créer une illustration aussi parfaite de la théorie des jeux de John Nash? En fait, c'était pas le but, mais on l'a fait sans le vouloir. Et ensuite, c'est lui qui a passé des heures et des heures à analyser ces batailles des virus, et à chaque fois, il nous citait les passages donc de la théorie des jeux qui démontraient que c'était exactement ça. Parce qu'en fait, la théorie des jeux décrit tout type de comportement des humains dans la situation de conflit. Dans la vie, malheureusement, on ne sait pas lesquels va prendre, sinon il n'y aurait pas la guerre ni en Ukraine ni en Palestine. On aurait su comment gérer ça à l'avance. Mais je vous assure que la théorie des jeux est capable de décrire et le comportement de Hamas et celui de Poutine. Merci beaucoup pour votre présentation, Olga. Je voulais souligner l'intérêt de ce rapprochement que vous faites entre les formes d'intelligence naturelle. Il y en a plusieurs, il n'y en a pas juste une. Ce n'est pas une intelligence naturelle, mais plusieurs formes. Est-ce qu'on parlait ce matin donc de la créativité, par exemple, de montrer, on se demandait est-ce que la créativité, c'est l'apanage de l'humain? Et cette question nous vient à cause de l'intelligence artificielle, en fait. C'est là où on pose la question. Et je pense qu'en croisant les trois types d'intelligence, l'intelligence humaine, l'intelligence naturelle, l'intelligence artificielle, c'est là qu'on voit qu'il y a tout un questionnement qui surgit de ce qu'est la créativité. Cette créativité, je pense, qui est présente dans le vivant depuis ses formes les plus primitives. Vous parlez de virus et c'est parmi les formes les plus primitives. Enfin, on considère le virus comme étant à la frontière du vivant et du non-vivant. Une organisation qui est non-vivante, mais qui va prendre vie lorsqu'elle est dans un corps vivant. Alors, ça pose cette question d'une créativité fondamentale qui est dans la nature. Notre cerveau est le produit de la nature. Notre intelligence est une intelligence naturelle, comme celle des abeilles ou comme c'est une forme. Et puis cette forme d'intelligence naturelle qui est notre cerveau est en train d'engendrer une nouvelle forme d'intelligence qui en émane finalement. Alors voilà, donc je ne sais pas si vous pouvez rebondir là-dessus. J'ai même pas besoin de rebondir, je pense que c'est exactement ce que j'essaie de dire et de prouver par cette petite intervention, mais aussi par tous mes travaux. Disons qu'il y a une grande dissonance et on a beaucoup de mathématiciens, informaticiens dans la salle qui savent que cette excitation de la société face à l'intelligence artificielle qui est montée il y a 1 an ou 1 an et demi, elle est très tardive parce que nous étions déçus sur ces questions déjà depuis des années, des dizaines d'années pour certains. Et nous savions déjà avant que la société
connaissent cette expression-là qui est intelligence artificielle. Nous savions déjà que l'intelligence artificielle purement mathématique, elle est dans une voie sans issue. Et c'est qu'en y apportant l'intelligence NSM qu'on arrive à avoir des solutions viables. Donc maintenant, il reste à convaincre la société de ce respect qu'il faut avoir envers l'intelligence et les stratégies de la nature. Merci. Alors, je rebondis un petit peu. Je voulais ajouter une question, ou plutôt parler d'un thème qui est un petit peu connexe, dont tu as parlé, c'est toute cette thématique du non-humain. Ça nous vient peut-être disons, de changements de paradigme un petit peu plus récents, comme le paradigme de l'anthropocène, que Bruno Latour a largement propagé, disséminé. En fait, on comprend bien que le penser le non-humain, finalement, on comprend bien qu'il s'agit de penser les plantes et le non-vivant aussi, pourquoi pas, les minéraux, etc. Et c'est assez saisissable. En revanche, il y a peut-être une partie qu'on saisit ici grâce à ton travail, mais qui est peut-être moins immédiate, qui est qu'on peut aussi penser un ensemble de modèles informatiques de ce point de vue. C'est-à-dire que, comme on l'aura vu aussi aujourd'hui, des modèles complexes, des modèles de réseaux profonds sont si grands, contiennent tant d'informations que finalement on n'est plus capable de les penser de façon rationnelle. Et finalement, on peut aussi projeter cette notion ou ce concept, je ne sais pas exactement comment dire, mais sur des modèles informatiques. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de ta réflexion? Absolument. J'y crois beaucoup dans le développement de tous ces types d'intelligence dans le domaine médical. On a eu une discussion incroyable pendant des journées là-dessus. Et effectivement, on a besoin je pense que l'informatique, il fait interface entre intelligence humaine et non humaine. Et il fait aussi l'outil de construction à partir de ça, outil de construction et de développement. Et il faut absolument préserver et favoriser cet échange.